On est mardi 19 février, il est 12h pile dans notre studio. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres. À la une de l'actualité, la traque aux groupes islamistes dans le nord Mali se poursuit. Pendant ce temps, l'aide au développement reprend. L'Union européenne vient de débloquer 20 millions d'euros pour le pays. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo comparaît aujourd'hui devant la Cour pénale internationale pour l'ouverture de l'audience de confirmation des charges en son encontre. À Abidjan, ses partisans militent pour sa libération. Voilà, Laurent Gbagbo sera présenté aujourd'hui au juge de la CPI, la Cour pénale internationale. Cette audience de confirmation des charges est très déterminante. Elle devrait permettre aux juges de dire si les éléments à leur disposition permettent la mise en accusation de l'ancien président accusé des crimes contre l'humanité. Si les éléments sont assez solides, ils devraient ouvrir la voie à un procès, mais pour cela, il faudrait attendre plusieurs semaines. Plusieurs centaines de personnes manifesteront devant le tribunal pour exiger la libération de Laurent Gbagbo, des partisans qui demandent l'inculpation d'Alassane Ouattara et de Nicolas Sarkozy. Voilà, même ambiance à Abidjan où les partisans de Laurent Gbagbo ont demandé sa libération. Yopougon, quartier d'Abidjan en avril 2011, le fief de l'ancien président Laurent Gbagbo, là où ses derniers partisans s'étaient retranchés, les armes à la main. L'ultime théâtre des combats d'une guerre civile qui a fait 3000 morts. Près de 2 ans plus tard, c'est toujours à Yopougon que ses partisans se réunissent à l'abri des regards. On se donne des codes, on se trouve à la Résistance. La Résistance, c'est notre maison où on a un petit lieu et au cachet secret, on rentre une personne par une personne. Et avant d'entrer, on vérifie qui nous suit et on s'assoit et on prend les informations sur le net, on échange. Et on se soulage. Tous en sont convaincus, leur président demeure Laurent Gbagbo. Alors tous réclament son retour en Côte d'Ivoire. Il n'est pas question de reconnaître la légitimité de la Cour pénale internationale devant laquelle il doit comparaître ce mardi. Il faut que le président de la République, même Laurent Gbagbo qui a été attaqué, revienne en Côte d'Ivoire. Et puis c'est en face de lui, à sa présence, qu'on doit faire la réconciliation. Les Ivoiriens aujourd'hui, même ceux qui ne le peuvent pas le dire, sur des traités de meeting, tout le monde le dit tout bas. Gbagbo, c'est le président. L'arrestation de Laurent Gbagbo dans son bunker avait été l'épilogue d'une crise de 4 mois. Jamais il n'avait voulu reconnaître la victoire électorale de son rival Alassane Ouattara. Selon le procureur de la CPI, Laurent Gbagbo aurait même fomenté un plan pour rester au pouvoir avec attaque mortelle planifiée contre ses adversaires politiques, mais aussi pillage, viol à l'encontre d'ethnies ou de communautés religieuses spécifiques. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius, inculpé pour le meurtre de sa compagne, comparaît en ce moment même devant la justice pour demander sa remise en liberté sous caution. Une manifestation a lieu en ce moment devant le tribunal. Dans ce véhicule de police, le coureur sud-africain Oscar Pistorius. Il arrive au tribunal de Pretoria pour une nouvelle comparution devant la justice sud-africaine. Lors de l'audience, le parquet entend requalifier les charges qui pèsent contre lui en meurtre avec préméditation. De son côté, l'athlète espère obtenir une remise en liberté. La seule question à aborder devant la Cour, c'est celle de sa libération sous caution. Pour l'instant, il n'est pas question de déterminer son innocence ou sa culpabilité. Ça sera déterminé d'ici plusieurs mois. Durant l'audience, l'accusation et la défense entendront la description des preuves recueillies par la police. La nuit de la Saint-Valentin, le corps du mannequin Riva Steenkamp est retrouvé criblé de 4 balles de 9 mm. Oscar Pistorius explique avoir pris sa petite amie pour un voleur. Depuis, la presse révèle la face cachée du coureur, celle d'un paranoïaque passionné par les armes à feu. Et chaque rebondissement pousse les Sud-Africains à s'interroger sur la véritable personnalité de leur champion. On ne connaît pas toutes les raisons pour lesquelles il a tiré sur elle, mais il a dit qu'il l'avait prise pour un criminel et maintenant il y a cette batte de cricket pleine de sang qui a été trouvée. Chaque nouvel élément alimente une nouvelle théorie sur ce qui s'est passé cette fameuse nuit de la Saint-Valentin. Des stéroïdes anabolisants auraient été retrouvés au domicile de l'athlète, laissant envisager une crise de paranoïa aiguë comme ces produits en entraînent parfois.
Mais pour l'instant, la police s'est refusée à commenter ces informations. La traque aux groupes islamistes se poursuit en ce moment au nord Mali, pendant ce temps au nord Mali. Et pendant ce temps, l'aide au développement reprend. Elle avait été gelée il y a un an suite au coup d'État. L'Union européenne vient de débloquer 20 millions d'euros. La France a dépêché sur place son ministre en charge de développement pour évaluer les besoins. Une aide d'honneur à l'hôpital de Mopti. Médecins et personnel soignant accueillent un ministre français. Mais pour lui aujourd'hui, pas question de parler de guerre. Sa spécialité, c'est l'aide au développement. L'établissement flambant neuf a été financé pour moitié par la France. Il y avait un appel d'offres ouvert, et puis il y a quelques sociétés qui ont présenté, qui ont postulé, parmi lesquelles il y avait une société maliano-française, et c'est la société chinoise qui a été retenue. Ce n'est pas une visite d'inspection, mais tout de même. L'hôpital est loin de tourner à plein régime. Par ici, les appareils livrés sont parfois incomplets. Ailleurs, les techniciens maliens attendent depuis un an la formation nécessaire de la part de leurs prestataires. Le ministre est venu évaluer les besoins, car l'aide française va reprendre. Nous avons aujourd'hui 150 millions d'euros qui ont été gelés de par les événements qui ont eu lieu l'an passé. Et donc nous allons refinancer un certain nombre de projets qui étaient déjà prévus dans le passé, mais aussi des nouveaux projets parce qu'évidemment la situation a changé. Ici, près de 3 millions de personnes sont en situation de vulnérabilité alimentaire. Malnutrition et paludisme, le quotidien des praticiens. Et depuis quelque temps, de nouveaux patients arrivent. Une centaine de blessés, autant civils que militaires. Nous avons pratiquement passé 2 semaines en train de recevoir des blessés de guerre. Parce qu'ils ne sont pas tous venus en même temps. Et pour qu'ensuite, que maintenant, nous assistons à une explosion de grenades, des explosifs qui éclatent, parce que les enfants les ramassent. Aide humanitaire et aide au développement, car le Mali s'est fixé une feuille de route très ambitieuse, des élections d'ici juillet prochain. Django Sissoko, de passage en Europe, le Premier ministre était à Bruxelles ce lundi pour des entretiens avec le président de la Commission européenne. Il a également fait le point avec la commissaire chargée de l'action humanitaire. Django Sissoko est également attendu aujourd'hui à Paris, où il doit rencontrer le ministre français de la Défense. La guerre au Mali n'est pas encore finie, mais déjà la communauté internationale pense à la reconstruction. Une bonne partie du patrimoine historique du pays, vous le savez, a été démolie. L'UNESCO lance un plan d'action pour sauver la mémoire du pays. La France de nouveau à la rescousse du Mali, cette fois pour la culture. Sous l'égide de l'UNESCO, tous œuvrent à la reconstruction des mausolées de Tombouctou, un patrimoine exceptionnel détruit par les islamistes. Pour tous ici, la culture est aujourd'hui plus que jamais la clé de l'identité et de l'unité de la société malienne. Ce que ces mausolées représentent pour les familles fondatrices, c'est leur mémoire familiale. Et c'est à ce titre que l'UNESCO a jugé bon de les classer au patrimoine mondial. Donc c'est toute une richesse culturelle qui s'en va. À Tombouctou, 11 mausolées ont été rasés par les groupes armés qui y voyaient de l'idolâtrie. Le tombeau des Askia, à Gao, lui aussi a été détruit. Un autre véritable trésor culturel de Tombouctou a été attaqué, les manuscrits datant du XIIe au XVIe siècle, toute l'histoire de la ville. Mais les familles de Tombouctou ont réagi. Dès les premiers mois de l'arrivée des islamistes, la population locale a discrètement mis les manuscrits à l'abri. Le plan d'action de l'UNESCO se fera étape par étape. Les 3 objectifs, le tout premier sera vraiment de réhabiliter le patrimoine matériel et immatériel qui a été abîmé pendant cette période et lutter contre le trafic illicite. Bien sûr, le deuxième objectif sera celui vraiment de mettre en mesure toutes les conditions permettant de sauvegarder de façon durable les manuscrits, notamment en les cataloguant, en les identifiant, mais aussi en les numérisant. Le coût de ces reconstructions est estimé à 12 millions de dollars et tout cela va prendre du temps. Il sera possible de revoir ces nouveaux mausolées à Tombouctou dans 5 ans seulement. En Tunisie, le Premier ministre a reconnu hier l'échec de la formation d'un cabinet apolitique. Hamadi Djebali rencontrera ce mardi le président Marzouki pour évoquer un possible compromis 2 semaines après l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. Des heures de discussion, mais aucun accord. À l'issue de la réunion avec les principaux partis, le Premier ministre tunisien Hamadi Djebali
est bien forcé d'admettre l'échec de son projet de former un gouvernement d'experts indépendants. Je dis en toute clarté que l'initiative telle que je l'ai présentée, c'est-à-dire un gouvernement composé de membres n'appartenant pas à des partis politiques, n'a pas recueilli un consensus. Une initiative présentée par le Premier ministre le 6 février dernier pour apaiser les tensions après l'assassinat de l'opposant politique Chokri Belaïd. Le parti d'Ahmadi Jebali lui-même, Ennahda, a rejeté en bloc cette proposition. Pas question pour son chef, Rached Ghannouchi, de céder une partie du pouvoir. Malgré l'échec de son projet et les annonces qu'il avait faites, Ahmadi Jebali ne parlait plus de démission lundi soir, mais il doit rencontrer le président Marzouki ce mardi pour évoquer les étapes à venir. Le Premier ministre affirme avoir constaté des progrès au cours des discussions et semble ne pas désespérer de parvenir à une solution. Il pourrait s'agir d'un gouvernement élargi, mêlant technocrates et politiques. Quoi qu'il en soit, l'annonce d'un nouveau gouvernement est encore une fois reportée. La rédaction de la Constitution est elle aussi dans l'impasse et les conflits sociaux se poursuivent. 4055 personnes ont perdu la vie l'année dernière sur les routes marocaines. Le pays se classe parmi les pays possédant les routes les plus dangereuses au monde. La journée nationale de la sécurité routière célébrée hier a été l'occasion de revenir sur les décomptes funestes des victimes des routes. Une journée nationale pour rappeler que les accidents coûtent la vie à 11 personnes chaque jour, que 14 000 familles sont aujourd'hui endeuillées et que rien ne semble pouvoir stopper l'hécatombe, si ce n'est l'implication de toutes les parties concernées. Au Maroc, 4 accidents de la circulation sur 5 sont directement liés à l'élément humain. Quand on évoque le facteur humain, on ne désigne pas uniquement le conducteur, mais aussi les piétons, les motocyclistes, les agents chargés de la vérification technique des véhicules et les moniteurs d'auto-école. Une dizaine de conventions ont été signées avec plusieurs départements aujourd'hui, en plus de la charte nationale de la bonne conduite sur route, un document qui va sceller l'engagement pris par des responsables des différents secteurs concernés pour améliorer les conditions d'utilisation de la route. Cette charte est symbolique, mais elle énumère plusieurs principes importants. En signant ce document, on s'engage à les respecter. Nous ne sommes pas devant un problème banal, c'est une véritable guerre où tout le monde est impliqué. Cette journée nationale a été célébrée dans une école comme pour rappeler que les bons réflexes sur la route, ça s'apprend. La guerre des routes coûte au royaume plus de 14 milliards de dirhams, soit plus de 2% de son PIB. Le vendredi 15 février dernier s'est tenue la 9e édition du festival sur le Niger au Centre culturel Corée des Ségou au Mali. Consacrée uniquement au volet scientifique, l'édition 2013 qui a duré environ 5 jours a regroupé universitaires et hommes de culture du continent africain autour du thème culture et gouvernance. À la fin des travaux, le ministre de la Culture, Bruno Maïga, a exprimé les motifs de sa satisfaction. Il est au micro ici de Magma Gabriel Konati. La plupart des festivals auxquels nous sommes invités et auxquels nous participons ne reposent pas nécessairement sur une fondation. Et le mérite de M. Daffé, c'est d'avoir fait asseoir son festival avec toutes les activités connexes de la fondation sur une fondation dénommée Fondation Festival sur le fleuve Niger. Donc mon appréciation va au-delà du festival qui en fait n'existe pas cette année parce que le caractère festif est absent, mais le caractère scientifique à travers ce colloque international de Ségou sur gouvernance et culture mérite tout son nom et fait que la Fondation Festival sur le Niger garde toute son ampleur, toute son attitude éminemment positive, même en cette période de crise. Et c'est là, comme je le disais tantôt, l'objet de toute une satisfaction, non seulement pour le gouvernement de la République du Mali, mais pour les organisateurs et pour l'ensemble des populations de Ségou. Voilà, c'est tout pour Afrique Midi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre chaîne. À bientôt.